32 0033. Il est aussi intriguant que cette marche non annoncée aux autorités aurait dû être sécurisée par les gens du commando invisible. Document 0252, page 0256 et document 0472. Sont même identifiées précisément les forces qui seraient présentes à Abobo au moment de la marche des femmes. Le procureur ose dire dans le paragraphe 64 du DCC que ces forces agissaient sur l'ordre de leur supérieur immédiat. Cette allégation est basée sur les déclarations de deux témoins, P45 et P49. Aucun de ces témoins n'a jamais entendu un tel ordre. Le témoin P45 a déclaré que pour autant qu'il le sache, le meurtre des femmes à Abobo s'est produit sur les ordres de la police spéciale et la garde républicaine. Déclaration 0005 0002, paragraphe 94. Il n'a jamais expliqué d'où il a tiré ces conclusions. Et il ressort de sa déclaration qu'il n'a aucune connaissance directe et personnelle de cet événement. Paragraphe 96 de sa déclaration. Quant au témoin numéro 49, dont l'identité est inconnue et dont nous n'avons qu'un résumé de la déclaration, ces certitudes sur la marche des femmes sont fondées sur une prétendue connaissance générale et commune que le groupe de gendarmerie d'Abbaye et la garde républicaine étaient impliqués dans le meurtre des femmes. En dehors du fait que ce témoin n'a apparemment aucune connaissance personnelle et directe de ces événements, faut-il rappeler que conformément à la jurisprudence de la Cour, les résumés des déclarations des témoins anonymes ont une valeur plus que limitée. Et je vous donne la référence de la déclaration du P49 0019 01 68, paragraphes 32 et 33. Il ressort des preuves, aussi bien des preuves du procureur que de celles de la défense, qu'en mars 2011, Abobo était théâtre des combats entre les forces régulières et les différents groupes rebelles, et notamment le commando invisible. Tous ces groupes rebelles avaient les mêmes armes et tous pouvaient être à l'origine des tirs qui avaient tué les femmes. Selon le témoin P9, il y avait à Abobo des gens en civil qui avaient des RPG et des Kalachnikov et qui tuaient, ainsi que des gens qui se déguisaient en militaires et en gendarmes afin que leurs méfaits soient imputés aux forces de défense et de sécurité. 0011 05 56, page 05 60 05 63. Les preuves démontrent que lors des affrontements à Abobo, début janvier 2011, des membres des forces de l'ordre étaient attaqués au lance-roquettes RPG-7. Document 0508, page 0509. Les personnes qui n'appartenaient pas à la police portaient la tenue de police et certains policiers travaillaient pour les rebelles. P46 0014 0326, pages 0329 et 0331. Aucune preuve crédible, aucune, ne lie les forces gouvernementales à des tirs et aux femmes qui auraient été tuées lors de cette marche. Le procureur reconnaît que la fusillade a été objet de discussions parmi les commandants des FDS, compte rendu du 21 février, page 36. Si ces commandants avaient été impliqués dans cette fusillade, pourquoi ils auraient débattu après l'événement en cherchant à savoir qui y a participé? D'ailleurs, et le gouvernement
et notamment le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, ainsi que les forces de défense et de sécurité, ont démenti toute implication de cet incident, en précisant que le 3 mars 2011, elles n'ont pas quitté leur caserne et n'ont mené aucune action à Abobo. Document 0265, 0267, la vidéo 0002 10 65 et le communiqué 0010 0035. Le communiqué de FDS a été publié après des enquêtes préliminaires menées par la police et la gendarmerie. Document 0017 0035 et pièces de la défense 1273, page 1287 et 1396, page 1401. Bien entendu, le procureur n'est pas obligé de croire aux paroles du porte-parole des forces armées, mais afin d'apporter les preuves comportant des motifs substantiels de croire que ces crimes avaient été commis par les forces armées soutenant le président Gbagbo, il aurait dû toutefois mener correctement ses enquêtes. Si le procureur avait mené les enquêtes à charge et à décharge, il aurait pu et dû trouver les éléments de preuve démontrant comme tout a été préparé. Le membre du commando invisible raconte que la marche des femmes avait pour but immédiat d'attirer l'attention de la communauté internationale et que le montage était fait. D'ailleurs, la bande de montage existerait. Document 2381, page 2393, 2394. Ce membre du commando invisible fait le récit de la marche des femmes que je cite. Lorsque cela devait commencer, on avait des dévanciers qui faisaient la coordination et donnaient des ordres à certaines femmes. On a fait passer une troupe de nos éléments au commando invisible qui ont ensuite tiré en l'air des tirs de sommation. Au moment où les femmes simulaient la marche, plusieurs miliciens, partisans fermes de Draman, avec des roquettes et des calaches en main, se trouvaient masqués dans la foule. Ils avaient reçu ces armes dans la mosquée du quartier Marley d'Imam Siddiq, dans le but de tirer sur les troupes loyalistes au cas où cette manifestation devait être encadrée ou sécurisée par les forces de Gbagbo. Et comme il n'y a eu aucune présence de loyalistes, 7 femmes ont alors été désignées pour mimer cette mascarade. Chacune d'elles devait recevoir 100 000 francs CFA. Tous les cadreurs et les participants devaient recevoir 50 000 francs CFA par personne. Et tous ont reçu leur argent à la mosquée du quartier Marley, du rond-point vers Banco, du côté de derrière Rail. Donc, pendant que certaines femmes faisaient mine de marcher, d'autres étaient couchées, et puis on a versé du sang, du mouton sur elles. Et c'est cela que nos informaticiens ont filmé pour venir faire des montages. C'est comme cela que ça s'est passé. Ce sont des falsifications que nos informaticiens ont faites qui donnent l'impression que c'est de la réalité. Et à l'issue du montage, l'œuvre d'art a été présentée et mise sur la tête de Gbagbo. Ce récit, comme je l'ai indiqué, vient d'un membre du commando invisible, du commandant du théâtre des opérations. Encore une fois, le procureur n'est pas obligé d'accepter, sans vérification, les paroles de cet ancien membre du commando invisible. Mais il aurait dû, dans ses enquêtes, trouver ce récit. Il aurait dû se demander comment se fait-il que le communiqué officiel des forces pro-Gbagbo coïncide dans les points importants avec le récit d'un membre du commando invisible. Il aurait dû chercher les membres des forces pro-Ouattara présentes à Abobo à l'époque,
il aurait dû chercher les membres des forces pro-Gbagbo présentes au camp commando à Abobo le 3 mars 2011. Il aurait dû interroger les habitants des immeubles qui entouraient l'endroit où l'incident aurait eu lieu. Il aurait dû aussi faire des expertises des vidéos. Et je reviens à la marche, aux images qu'on a vues tout à l'heure, où on voit une femme se relever. Si on s'intéresse de très près à ces images, on peut aussi entendre les mots prononcés en Djoula. Couche-toi là, c'est pas terminé. Et pour terminer, contrairement à ce que le procureur disait, les enquêtes étaient menées sur cet événement. Le 24 mars 2011, le tribunal militaire d'Abidjan a été saisi afin de mener une enquête complète sur les événements qui se seraient produits lors de la marche des femmes. 0001 02 85, page 02 86. Ce document, les réquisitions en fin d'enquête, nous a été communiqué par le procureur. Donc il devrait savoir qu'une enquête a été demandée. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, le procureur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour ces allégations relatives à la marche des femmes du 3 mars 2011, qui permettraient la confirmation des charges à l'encontre du président Gbagbo pour cet événement. Je passe la parole à Jennifer Naouri, qui parlera du bombardement du marché à Abobo et des événements à Yopougon après l'arrestation du président Gbagbo. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, si vous pouviez avoir la gentillesse de nous accorder une petite minute pour installer le second PowerPoint. Merci. Je vous remercie de votre patience. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, nous venons de vous démontrer que le procureur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour soutenir les allégations concernant la marche des femmes à Abobo. Il en est de même concernant le soi-disant bombardement du marché d'Abobo. Revenons un instant à la situation à Abobo au mois de mars 2011. Nous le savons maintenant. En février 2011, les forces de l'ordre avaient disparu et des dizaines de milliers d'habitants avaient fui le quartier. Le ministre de la Défense, à l'époque des faits, explique, et je cite, « Tous les commissariats de police et brigades de gendarmerie d'Abobo avaient été les cibles du commando invisible durant le mois de février 2011, ce qui a contraint l'état-major des FDS, sous embargo depuis 7 ans, à concentrer tous les services de sécurité au camp de la gendarmerie de la dite commune, qui finalement était devenu le seul service de sécurité sur les 7 que comptait initialement Abobo pour continuer d'assurer la sécurité des populations résiduelles dans le contexte nouveau de guérilla urbaine imposée par le commando invisible. Pièce de la Défense 1273, pages 1285 et 1286. Il rappelle
et je le cite encore, qu'avec le cantonnement de tous les policiers et gendarmes d'Abobo au camp de gendarmerie, la sécurité de la commune avait été rétrocédée de fait au commando invisible et ces tireurs embusqués avaient assassiné, à la date du 28 février 2011, 15 policiers en patrouille régulière ou en mission de sécurisation régulière. Fin de citation. Ainsi, au début du mois de mars 2011, à l'exception des gendarmes assiégés au camp commando, le quartier tout entier est entre les mains du commando invisible et des FAFN. Le quartier d'Abobo n'est donc pas, comme le prétend le procureur, une zone fréquentée exclusivement de civils. Au contraire, Abobo est le théâtre d'affrontements sanglants entre différents groupes rebelles. Le témoin du procureur P10 explique qu'à Abobo, beaucoup de gens étaient équipés d'armes de guerre. Un des grands témoins du procureur, P9, raconte quant à lui que les membres du commando invisible et d'autres groupes armés s'y fondaient dans la population. Transcription 0011-0556, page 0161. Les groupes rebelles s'étaient donc infiltrés dans la population. Il n'était pas possible de distinguer une zone civile et une zone de combat. La population civile était un énorme bouclier humain utilisé par les rebelles. Nous avons déjà démontré à plusieurs reprises que le commando invisible utilisait des armes lourdes et s'en prenait à la population civile. Mais plus important encore, P44, le témoin clé du procureur, raconte, et je cite, « Les policiers et les FDS se trouvaient à Abobo pour faire leur devoir, sécuriser Abobo, maintenir l'ordre public, non pas pour attaquer les populations. Ce sont eux qui ont été attaqués. » Fin de citation. Pièce 3704, page 3715. P44 rappelle aussi que les instructions générales étaient de sécuriser, garantir l'ordre public, rétablir la paix, et jamais au détriment de la population. Dès lors, pour P44, il paraît impossible d'imaginer que les FDS aient pu tirer sur des civils. Or, le procureur allègue, au paragraphe 55 de son document contenant les charges, et je cite, que le 17 mars 2011, des agents des FDS, basés au camp commando d'Abobo, ont tiré au mortier sur une zone fortement peuplée d'Abobo, fréquentée exclusivement par des civils, et où se trouvaient entre autres un marché local, une mosquée et plusieurs résidences privées. Des mortiers étaient installés au camp commando, plusieurs obus de mortiers ont été lancés en direction du marché et ses environs. C'est le seul développement du procureur concernant cet événement. Un paragraphe dans son document contenant les charges. Un seul. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est que lors de l'audience du 21 février dernier que le procureur va transmettre d'autres éléments à la défense. Il indique que les forces pro-Gbagbo, basées au camp commando, auraient tiré au moins 6 obus de mortier à midi sur des quartiers civils au centre d'Abobo. Ces obus auraient atterri sur le marché Siakakone, près de la mairie d'Abobo, ainsi que dans des quartiers avoisinants, celui de SOS Village d'Enfants et derrière Rail. Page 39 du transcrit français de l'audience du 21 février. Loin d'éclairer sa position, le procureur ajoute à la confusion. Qu'est-ce qu'il s'est passé selon lui à Abobo le 17 mars 2011 ? S'agirait-il du bombardement d'un marché ou de plusieurs marchés ? Quel lieu avait été visé ? Tous ces événements se sont-ils déroulés en même temps ou à plusieurs reprises ? Ce n'est pas clair. Par ailleurs, si on rentre dans le détail des allégations du procureur, force est de constater qu'elles sont approximatives et soutenues par des éléments de preuve faibles et contradictoires. Le procureur n'a pas mené de véritables enquêtes pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Abobo le 17 mars 2011. Le procureur n'a pas fait d'effort de réflexion. Il n'a pas pris la peine d'envisager différentes hypothèses
pour essayer de comprendre les événements qui s'y sont déroulés et leur contexte. Il ne s'est donc pas rendu compte des impossibilités présentes dans son récit. Les approximations sont d'abord spatiales. Au paragraphe 55 du document contenant les charges, le procureur allègue que des agents des FDS, basés au camp commando d'Abobo, ont tiré au mortier sur une zone où se trouvaient entre autres un marché local, une mosquée et plusieurs résidences privées. Il indique ensuite que plusieurs obus de mortier ont été lancés en direction du marché et de ses environs. Le 21 février dernier, le procureur ajoute à la confusion en expliquant que des obus de mortier auraient été tirés sur des quartiers civils. Quel aurait été le lieu ou les lieux visés par les obus de mortier? Une zone où se trouvait, entre autres, un marché local, une mosquée et plusieurs résidences privées? Un marché et ses environs? Des quartiers civils? Ce n'est pas clair. Quoi qu'il en soit, aucun des lieux qui auraient été visés par des obus n'ont été identifiés de manière suffisamment précise. Le procureur fait des descriptions très approximatives. Rappelons qu'Abobo n'est pas un simple quartier d'Abidjan. C'est une ville dans la ville. Abobo s'étend sur une superficie de 78 km² et est peuplée d'1 500 000 habitants. C'est la commune d'Abidjan où la population est la plus dense. À titre de comparaison, la ville de La Haye s'étend sur une superficie de 98 km² et est peuplée de 480 000 habitants. Imaginez que l'on cherche à La Haye une zone où il y aurait une église, des maisons, un grand magasin, un magasin et ses environs, ou encore un quartier civil. Il y en a des dizaines des lieux qui correspondent à ces descriptions. Il est encore plus difficile de deviner où se trouve cette zone, ce marché, ou ce quartier civil à Abobo, dans cette ville dans la ville, où il y a un grand nombre de marchés, de sous-quartiers et de zones résidentielles. Le même constat s'impose concernant le lieu où ces obus auraient atterri. Nulle part dans son document contenant les charges, le procureur ne précisait de quel marché il s'agissait. Des marchés à Abobo, il y en a au moins 8. Le 21 février dernier, il y a à peine 5 jours, le procureur indiquait que les obus auraient atterri sur le marché de Siakakone, près de la mairie d'Abobo, ainsi que dans des quartiers avoisinants, celui de SOS Village d'Enfants et derrière Rail. Sur quoi se fondent-ils pour désigner ces lieux plutôt que d'autres? En effet, les témoignages présentés par le procureur au soutien de cette allégation sont divergents, les témoins n'indiquant pas toujours le même marché. Certains témoins du procureur mentionnent le marché Siakakone, P105, P117 et P184. D'autres, comme le témoin P105, parlent du marché derrière Rail. Du marché derrière Rail, pas du quartier. D'autres parlent encore du grand marché ou du marché central. Pourquoi le procureur a-t-il finalement opté pour le marché de Siakakone et non pour le grand marché ou le marché central d'Abobo? Les tirs ont-ils atterri sur le marché derrière Rail ou sur le quartier avoisinant du marché Siakakone, dénommé derrière Rail? L'allégation du procureur est trop approximative et repose donc sur des témoignages contradictoires. Les approximations sont aussi temporelles. Les éléments de preuve présentés par le procureur sont tout aussi flous concernant l'heure à laquelle le bombardement du marché se serait déroulé. Nulle part dans le document contenant les charges, le procureur ne définit une horaire ou même une tranche horaire au cours duquel le bombardement aurait eu lieu. Les témoignages présentés par le procureur ne permettent pas non plus de nous éclairer. Au contraire même. Le témoin P105 parle de tirs entendus entre 11h et 11h30 du matin. Pièce 0019-0245, paragraphe 18. Il ne parle donc pas de midi, comme le suggère le procureur lors de l'audience du 21 février, page 41 des transcrits. Il met des mots dans la bouche du témoin alors que ce ne sont pas les siens.
Le témoin P106 explique qu'il aurait entendu des détonations, comme des tirs de char, vers 10 heures. Or, lors de l'audience du 21 février, le procureur affirme que ce témoin aurait entendu des bruits vers midi. Il prend donc à nouveau des libertés avec les faits. Le témoin P107, lui, indique qu'il aurait entendu des tirs entre 14 heures et 15 heures. Selon le témoin P117, les tirs auraient eu lieu entre 15h30 et 16h. Le témoin P47 situe l'heure des tirs entre 1h et 2h du matin. Enfin, le témoin P164 situe, lui, les tirs dans la nuit entre le 16 et le 17 mars 2011. Le 21 février, le procureur affirmait que les bombardements auraient eu lieu à midi. Pas vers midi, pas dans les alentours de midi, à midi. Or, les témoignages ne permettent pas une telle affirmation, nous venons de le voir. Sur quoi se fonde-t-il? Le procureur aurait-il fait la moyenne des horaires potentiels indiqués par les témoins pour retenir l'heure de midi? Il appartenait au procureur de faire des enquêtes supplémentaires afin de déterminer l'horaire exact auquel se serait déroulé le soi-disant bombardement du marché et ses environs. Les approximations concernent aussi le nombre d'obus qui auraient été tirés. Nulle part, dans le document contenant les charges, le procureur ne précise le nombre d'obus qui auraient été tirés sur le marché d'Abobo. C'est toujours lors de l'audience du 21 février, il y a 5 jours, que le procureur a pris la peine d'indiquer qu'il s'agirait d'au moins 6 obus. Or, il n'y a qu'un seul témoin qui indique un chiffre qui se rapproche du chiffre retenu par le procureur. Il s'agit du témoin P184. En effet, P184 est le seul témoin qui aurait entendu des tirs allant de 4 à 5 obus. Pièce 0032-0011, page 0030, paragraphe 116. Les autres témoins ne parlent que d'un ou de 2 obus au plus. Par ailleurs, les témoins ne sont pas toujours très clairs sur les circonstances dans lesquelles ils auraient entendu les tirs. Certains ne se rappellent même pas le moment où ils les auraient entendus. D'autres indiquent qu'ils ont entendu parler de tirs, mais n'ont pas personnellement assisté à un tir quelconque. S'agirait-il de oui-dire, de rumeurs? Par exemple, le témoin P105 parle de 2 bruits. Le témoin P117 mentionne qu'il a entendu un tir d'un canon d'un char, or il ne se rappelle pas quand exactement. Le témoin 172, lui, a entendu un seul bruit. Le témoin P164 n'a pas assisté aux événements, mais on lui aurait raconté que 2 obus auraient été tirés à Bobo. Ces témoignages ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il y aurait eu 1 ou 2 tirs d'obus, mais surtout, ils ne permettent pas d'affirmer qu'il y aurait eu au moins 6 tirs d'obus. Lors de l'audience du 21 février, le procureur affirme que, et je cite, « les récits des témoins de l'accusation sont corroborés plus en avant par les rapports très détaillés des Nations Unies, de Human Rights Watch, ainsi que le récit de victimes recueillis par 2 ONG locales. » Or, nous venons de voir que les récits des témoins de l'accusation sont flous et discordants. Ces témoignages devraient avoir une valeur probante supérieure aux rapports d'ONG, dont le procureur ne peut pas, pour corroborer ces témoignages, vagues, flous et discordants, se prévaloir. Il ne peut pas préférer une source anonyme, qui ont une valeur probante très faible, nous l'avons rappelé, sur des témoignages. Il ne peut pas forcer la réalité pour qu'elle corresponde à ce qu'il souhaite. Il doit prouver et démontrer. Rappelons ici que William Pace, coordinateur de la coalition pour la Cour pénale internationale, a déclaré que les organisations humanitaires sont de piètres enquêteurs. Ils ne produisent pas d'éléments de preuve scientifiques qui peuvent être utilisés par un procureur. Paragraphe 130 du jugement Lubanga. Par ailleurs, le procureur se réfère, lors de l'audience du 21 février, à une visite de Human Rights Watch en juillet 2011
sur le prétendu lieu du bombardement pour suggérer qu'il y aurait eu plusieurs obus qui auraient été tirés. Mais à aucun moment, il n'indique de chiffre qui aurait permis de comprendre pourquoi il a retenu le chiffre de 6 obus. Le procureur se repose donc sur un seul témoignage, pour affirmer qu'au moins 6 obus auraient été tirés du camp commando, alors que les 4 autres témoignages dont il dispose ne mentionnent qu'un ou deux obus au plus, et que le rapport de Human Rights Watch ne donne aucun chiffre. Il extrapole les témoignages dont il dispose, et ce faisant, il trahit leur contenu. Rappelons enfin que selon l'adage testis unus, testis nullus, un témoin, pas de témoin, le témoignage d'un seul ne suffit pas pour établir en justice la vérité d'un fait. Les approximations concernent aussi le nombre de victimes prétendues. Nous souhaitons souligner que lors de l'audience du 21 février, le procureur indique qu'il se fonde sur des témoins de l'accusation, ainsi que des Nations Unies et Human Rights Watch, afin de retenir le nombre de civils qui auraient été blessés et tués lors du prétendu bombardement du marché. Or, ces témoignages sont flous. Il a donc besoin des rapports des ONG pour tenter de gonfler le nombre de victimes. Par exemple, lors de l'audience du 21 février, le procureur indique que le témoin 105 aurait appris que 4 hommes qu'il avait vus discuter étaient morts. Comment l'a-t-il appris? Par qui? Le témoin P105 aurait aussi entendu parler d'une femme et son époux qui auraient été tués au marché de ce jour-là. Encore une fois, comment a-t-elle obtenu cette information? De qui s'agissait-il? Nous n'en savons rien. Le témoin P106 raconte, selon l'accusation, qu'il s'était réfugié chez lui. Il n'est donc pas sur place au moment du bombardement allégué. Il aurait appris le lendemain que 15 personnes étaient mortes, sur le coup, et je cite, alors que d'autres auraient succombé plus tard à leurs blessures. Par qui a-t-il appris cette information? De qui s'agissait-il? Le témoin P184, lui, était chez lui quand les prétendus tirs ont retenti. Le procureur indique lors de l'audience du 21 février que, et je cite, « Peu de temps après, elle a reçu des coups de fil faisant rapport de victimes de cette attaque. » Il s'agit de coups de fil, donc de oui-dire, portant sur des personnes anonymes non identifiées. Cela n'est pas suffisant. Par ailleurs, le procureur lui-même insiste sur les fonctions du témoin P184, mais justement, du fait de ses fonctions et de son affiliation politique, les propos de ce témoin doivent être appréhendés avec encore plus de prudence. Toujours pour tenter d'amplifier le nombre des victimes, le procureur se repose sur des informations contenues dans des ONG. Nous l'avons dit, nous le répétons, ces rapports sont peu fiables et ont une valeur probante faible. Je peux faire la pause maintenant si vous voulez, c'est comme vous préférez. Oui, je pense que c'est maintenant l'heure. On fait une pause une demi-heure, on se retrouve à 4 heures. Je vous remercie. Merci. All rise, we will have